deuxième partie, plutôt sur une approche complémentaire méthodo. Donc moi, ce que j'avais proposé et sur quoi on était tombé d'accord, c'était de parler un petit peu justement des choix méthodologiques qui, bien sûr, vont être fonction du type d'évaluation qu'on va vouloir faire. Et puis surtout de vous l'illustrer avec quelques cas d'études. Alors bien sûr, je ne vais pas tout balayer en 20 minutes. Du coup, je voulais discuter en 3 temps. Premier temps, revenir sur effectivement le cadre de l'évaluation. Donc vous retrouverez des choses un petit peu classiques qui ont déjà été un petit peu partagées ce matin. Revenir justement sur les points d'attention, sur le plan méthode, en disant on ne peut pas tout faire en évaluation pluricritère et notamment sur la partie économique, mais c'est valable pour les différents piliers. Et puis proposer 3 exemples qui illustrent un peu ces biais ou ces points d'attention qu'il faut avoir. Ce ne sont bien entendu que des propositions et c'est mon avis que je partage bien sûr. Donc on pourra en discuter derrière. Donc voilà, je suis revenue sur les objectifs de l'évaluation économique. Donc ça c'est un petit peu maintenant un classique, parce qu'effectivement, enfin, c'est l'évaluation de la durabilité en général. Il faut toujours réfléchir à pourquoi on veut faire cette évaluation, bien sûr. Et donc ça va impacter sur les méthodes qu'on va employer, notamment en termes de données dont on va avoir besoin, sur le temps, sur quel pas de temps on veut travailler, sur quelle référence ou à quelle référence on veut se rapporter, et puis sur le grain. Alors ce que j'ai appelé le grain, c'est le côté un peu spatial, à quel grain on veut travailler. Donc dans l'évaluation de la durabilité, le pourquoi on le fait, il y a plusieurs objectifs. Déjà pour se positionner à titre individuel en tant qu'agriculteur, pour faire derrière un diagnostic stratégique, il faut que je sache où j'en suis. Donc on fait cette première approche-là. Après, on peut aussi avoir besoin de cette évaluation pour prouver quelque chose. En général, c'est plutôt par rapport au cadre réglementaire, où est-ce que j'en suis par rapport à la réglementation. Ensuite, c'est aussi pour se comparer. En général, on se compare pour un peu trouver des sources éventuellement de progression. Donc à qui je me compare, comment je me compare, etc. Ensuite, l'évaluation, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous et d'entre nous ici, c'est aussi de produire des références, des nouvelles références, des nouvelles solutions. Et puis enfin, il y a le côté très pratique terrain sur le conseil. Donc bon, je ne vais pas tout redétailler, juste au moins sur le côté individuel, quand on veut se positionner soi-même, forcément en termes de méthode, il faut quand même avoir cette approche sur les données individuelles, mes propres données, parce que c'est de là que vraiment on va sortir un peu cette approche en termes de diagnostic. Il faudra aussi travailler sur un historique, c'est ce que proposait Nadège tout à l'heure, en disant qu'il faut travailler quand même sur un temps relativement long. Et puis regarder effectivement la moyenne, et puis regarder aussi la variabilité de l'évaluation. Et enfin, il faut aussi se projeter, parce qu'effectivement, il y a tellement d'aléas aujourd'hui qu'il faut se projeter avec des scénarios de contexte, et qu'on soit capable de les faire à titre individuel. J'y reviendrai après. Au niveau individuel, en termes de référence, l'approche référence, c'est aussi par rapport à quoi je veux me positionner. Et à titre individuel, c'est par rapport à des objectifs individuels. Moi, quels sont mes objectifs? Est-ce que c'est plutôt du revenu? Est-ce que c'est plutôt de la qualité de vie? Est-ce que c'est etc. Donc là, on parlera forcément de revenu, plutôt du côté revenu, puisqu'on est dans l'évaluation économique. Ça peut être aussi des objectifs par rapport à un respect de la réglementation, ou des objectifs par rapport aussi à un contexte territorial où je veux, moi, produire de la valeur ajoutée dans mon territoire, des choses comme ça. Et donc, au niveau individuel, en termes de grains, il faudra réfléchir et faire ce diagnostic et cette évaluation à plusieurs niveaux. Donc, le niveau de base, c'est la culture. Après, le système de culture, si j'en ai plusieurs sur mon exploitation. Et puis, bien sûr, le niveau système de production. On va en reparler derrière parce que moi, j'ai une entreprise agricole en tant qu'agriculteur. Voilà. Et puis enfin, la côté territoire, ça sera aussi quelque chose d'intéressant à regarder, puisque le territoire, c'est aussi les débouchés, et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit avant. Voilà. Juste deuxième point, je ne les produirai pas tous, mais se comparer. Pour se comparer, il y a encore là des questions de méthode. Alors forcément, pour se comparer, les données individuelles, c'est quand même mieux aussi, puisque ça permet vraiment d'aller au fond des choses et d'identifier les différentes sources de différence entre les agriculteurs, puisque parfois, ça ne sera pas au niveau agronomique, par exemple, que la différence va se faire,
mais ce sera peut-être au niveau du mode de financement, du mode d'investissement. Et dans ces cas-là, il faut bien être capable aussi de distinguer cela. Donc au niveau du temps, c'est exactement comme en individuel. Et puis après, au niveau à quoi je me compare, il faut effectivement être capable d'avoir des références soit au sein d'un groupe homogène sur le plan du système de production, soit au niveau national, soit au sein de la région, etc. Voilà. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Alors, deuxième point que je voulais sur lequel je voulais refaire un point, c'est ce qu'on prend en compte dans cette évaluation économique. Et là, moi, j'ai choisi d'avoir une entrée qui est une entrée par rapport au grain, justement. Hein, parce que l'évaluation économique, selon les objectifs qu'on s'est donnés tout à l'heure, on va la faire soit à la culture, à la production plus généralement, soit au niveau du système de culture, je ne reviens pas sur la définition, soit au niveau du système de production. Donc là, je prends les trois cas vraiment extrêmes. Hein. Donc, pour rappel, quand on prend ces trois grains, il y a des choses à regarder en termes de mise en œuvre des facteurs de production qui vont être pris en compte par chacun des grains. Au niveau de la culture, quand je suis au niveau de ma culture, ce que je vais prendre en compte en général, c'est éventuellement la culture précédente. Bon, je viens d'Arvalis, hein, donc le blé de pois ou le blé de blé ou le blé de maïs, c'est pas tout à fait identique. C'est un exemple. Et puis après, les techniques culturelles, bien sûr. Les techniques culturelles, comme le travail du sol, notamment, et puis l'ensemble, tout ce qui est la protection ou la fertilisation. Voilà, c'est ce que je vais prendre en compte avec quand je suis à l'échelle de la culture. Quand je suis à l'échelle du système de culture, je vais déjà prendre en compte plus de choses comme la rotation, mais aussi toujours les techniques culturelles. Et puis quand je vais être au système de production, là je suis au niveau vraiment de l'entreprise agricole, et donc là je vais prendre en compte ma surface travaillée, la main-d'œuvre que je vais prendre et son organisation, les rotations, les techniques culturelles, et puis tout ce qui est les stratégies d'investissement, les stratégies d'achat et de vente, et tout ce qui est gestion de la trésorerie. Donc là on est beaucoup plus large. Donc derrière ça, le fait d'être au niveau aux différents grains fait qu'on ne va pas pouvoir évaluer la même chose, bien sûr, hein, sur le plan économique. Dans un premier cas, on va évaluer plutôt des comparaisons de culture et puis aussi des substitutions entre certains facteurs de production, mais on aura peut-être du mal à aller sur tous les facteurs de production. Quand je vais être à l'échelle du système de culture, je vais évaluer mon effet rotation et je vais évaluer la substitution entre certains facteurs de production aussi. Hein. Et puis, quand je vais être au système de production, là, je vais pouvoir évaluer beaucoup plus de choses, et beaucoup plus large en termes de solutions potentielles. Hein. Je vais évaluer l'effet rotation, je vais évaluer la substitution entre tous les facteurs de production, hein, entre la terre et entre la main-d'œuvre, par exemple, et puis la mécanisation, hein, notamment. Entre tout ce qui va être la protection phytosanitaire sur le plan des herbages, par exemple, et le travail du sol. Donc là, tout ça, je suis capable de l'évaluer à ce niveau-là. Et puis aussi, je vais évaluer éventuellement des potentielles économies d'échelle ou de gamme, et éventuellement aussi l'impact de ma stratégie financière et d'investissement sur ma performance économique. Troisième point de différence, hein, et vous voyez où je veux en venir, hein, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire la même chose selon le grain auquel on compare. Troisième point, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir du coup évaluer en termes de durabilité économique sur mes trois grains. Au niveau de la culture, je vais évaluer la compétitivité, hein, en termes de coût, ou par rapport au prix, ou par rapport à d'autres cultures. Mais cette compétitivité, elle ne sera pas forcément, je ne serai pas forcément en capacité de la regarder complètement, hein, selon que je serai dans un cas de système de culture ou dans un cas de système de production, puisque je ne pourrai pas forcément prendre en compte tous les facteurs de production. Au niveau du système de culture, je vais pouvoir évaluer mon produit, je vais pouvoir évaluer plutôt une marge brute, hein, marge brute, produit moins plutôt les charges directes, hein, l'input, éventuellement de la valeur ajoutée, brute. Et puis enfin au niveau du système de production, là je vais avoir une évaluation économique beaucoup plus effectivement complète, selon les besoins, compétitivité, rentabilité. Hein, on a dit ce matin que derrière la rentabilité, il y avait plein de choses différentes. Je vais pouvoir évaluer la productivité de mes facteurs de production, terre, capital, travail, et puis je vais pouvoir aussi, par exemple, évaluer un retour sur investissement, globalement, de mon exploitation. Dans les trois cas,
je pourrais évaluer une certaine robustesse, donc aussi un certain niveau de variabilité. Alors bien sûr, là j'ai été un peu caricatural, comme je vous l'ai mis en bas, c'est clair qu'entre un système de culture strict et puis un système de production, il y a plein d'intermédiaires où on peut prendre partiellement en compte dans le système de culture la surface travaillée par exemple, de l'exploitation, etc. J'y reviendrai, parce que le temps passe vite. Alors, j'en viens à mes points d'attention en termes de méthodes concrètes pour l'évaluation, et après je vais les illustrer. Alors, mes points d'attention. Par exemple, au niveau de la culture, je ne serais pas forcément capable de mesurer l'effet rotation sur cette culture, parce que je prendrai en compte que le précédent ou pas. Donc parfois, l'ensemble de la rotation va jouer sur la culture, sur par exemple les charges de désherbage, ou sur la façon de fonctionner au niveau du travail du sol, etc. Donc attention à ne pas vouloir évaluer des choses que je ne suis pas capable d'évaluer quand je suis à l'échelle culture. Pareil pour le système de culture au sens strict. Si vous ne prenez pas l'ensemble des systèmes de culture de l'exploitation, il y a des choses que vous ne pourrez pas évaluer, c'est-à-dire le poids de la surface de l'exploitation sur les charges fixes, par exemple, le poids de l'équipement et de la main-d'œuvre aussi, et de l'organisation du travail. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. Et puis aussi, par exemple, le poids des politiques d'achat et de vente de l'exploitation, qui vont jouer sur les prix et qui vont jouer sur, bien sûr, l'évaluation économique. Et là, je vous ai remis quelques petits points, quelques rappels sur le poids de ce type de facteurs. Au niveau du système de production, il y a aussi des points d'attention. On en a discuté, Nadège, j'en parlais tout à l'heure. C'est l'approche, quand on a une approche comptable et fiscale versus une approche beaucoup plus technique, notamment en termes de calcul d'amortissement, ça peut avoir un impact fort. La prise en compte ou non des prélèvements obligatoires, qui parfois sont des moteurs de l'investissement ou pas. Et puis, par exemple, le fait qu'on ne prenne pas en compte, parce qu'on n'a pas identifié, l'emploi, par exemple, d'outils de gestion des risques économiques et financiers, comme les assurances, comme l'épargne, etc., qui font que dans la stratégie du système de production, on a une certaine approche qui ne serait pas possible sans l'emploi de certains de ces outils. Alors du coup, sur l'évaluation, concrètement, qu'est-ce que ça va donner ? Moi, j'ai mis 2 points, sans rentrer dans le détail. Déjà, c'est extrêmement important, l'unité de mesure de votre évaluation économique. C'est-à-dire que quand on est à l'échelle de la culture, ce qui est important, c'est d'avoir une évaluation à la tonne produite. Le coût de production, c'est à la tonne produite et pas à l'hectare, puisque la comparaison, elle va se faire après sur le marché avec le prix, notamment. Vous pourrez travailler à l'hectare aussi, pour comprendre un peu les différentes composantes de ce coût de production. Au niveau du système de culture, la comparaison, elle va se faire aussi à l'hectare et aussi à la tonne. Mais on n'ira pas au-delà de ça, parce que justement, au sens strict, il y a des choses qu'on n'est pas capable de prendre en compte. Et à l'échelle du système de production, donc là, effectivement, on se rapproche complètement de la notion d'entreprise. Donc on va regarder à l'exploitation, mais là, il faut faire attention quand on va comparer les exploitations entre elles, à l'actif, qui permet d'avoir une unité quand même qui peut être commune aux différents systèmes de production, y compris en grande culture, où ça permet de regarder. Et puis enfin, on peut regarder à la tonne pour les cultures. Et puis, nous, on a retravaillé récemment pour une présentation au colloque FLOEM. On a regardé un peu aussi une notion de compétitivité à l'échelle de l'entreprise, avec à l'unité d'énergie produite, en retransformant les tonnes de chaque culture par l'énergie produite. Et c'est pas inintéressant d'avoir cette notion de compétitivité, parce qu'après, derrière, on peut comparer compétitivité et rentabilité, par exemple, et voir si l'une va avec l'autre. Voilà, donc après, je vais passer peut-être sur les indicateurs, parce que je vais prendre un petit peu trop de temps, et puis je vais y revenir derrière. Alors, dans les points d'attention, pour vous résumer, déjà, rappelons-nous que la réalité économique de l'agriculteur, pas celui du chercheur ou celui du conseiller, la réalité économique de l'agriculteur, c'est le revenu. Donc son revenu par actif. Donc on peut redécliner, comme je vous l'ai fait là simplement, c'est quand même un grand classique, la somme des cultures, on regarde la différence entre le prix et le coût de production qu'on multiplie par le rendement, on multiplie par les hectares par actif, et puis on ajoute les subventions quand il y en a par actif. Voilà.
Donc ça permet après de réfléchir un petit peu à quelles unités on veut regarder quand on est à quel grain de la culture, du système de culture ou du système de production. Deuxième point, la notion de complémentarité. On l'a vu ce matin. Un seul indicateur ne permettra pas de faire l'évaluation économique. C'est pareil pour l'environnement ou le social. Donc il faut bien travailler sur la complémentarité des indicateurs. Donc moi là j'en ai mis 3 principaux, simples, si on est vraiment au niveau terrain. La compétitivité des productions et la rentabilité. Alors après on va voir comment on peut l'exprimer. Et puis aussi la notion d'efficience économique. Je mets 1 euro dans la machine, combien ça me rapporte? Et que ce soit 1 euro d'intrant, 1 euro de main-d'œuvre, 1 euro d'investissement. La notion d'unité, comme je vous disais tout à l'heure, attention à ce qu'on regarde en termes d'unité. Comparer des systèmes qui ont des surfaces différentes à l'hectare, ben, c'est pas logique. C'est pas suffisant. Et troisième, autre point, l'agrégation. Bon, on a vu, il y a un certain nombre effectivement de modèles aujourd'hui d'évaluation multicritère qui permettent de faire de la pondération et de l'agrégation d'indicateurs. Bon, c'est intéressant pour avoir vraiment quelque chose qui soit simple, un indicateur de durabilité économique. Après, comme on disait ce matin, transparence, c'est-à-dire, attention, celui qui a fait la pondération avait un objectif d'évaluation donné qui n'est peut-être pas celui qu'on a, donc il faut être quand même extrêmement prudent par rapport à ça. Troisième point, le poids des facteurs surface et main-d'œuvre dans l'évaluation. Alors je suis, certains diraient, méchante économiste, mais c'est quand même extrêmement important de regarder le côté système de production et de voir le poids de ces deux facteurs surface et main-d'œuvre. Donc le calcul des charges de mécanisation, c'est aussi un point d'attention. On l'a vu ce matin, est-ce qu'on fait un calcul technique ou comptable? On verra que ce n'est pas tout à fait pareil. Et le calcul des charges de main-d'œuvre aussi, prendre en compte toute la main-d'œuvre, y compris la main-d'œuvre familiale. Ne pas s'arrêter uniquement à une marge ou à un revenu hors main-d'œuvre familiale. Quatrième point, l'importance de la notion de risque. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. On a parlé d'aléas tout à l'heure. Oui, et je parle beaucoup pour les grandes cultures, mais bon, on voit bien sur le lait aujourd'hui ce qui se passe et le porc, etc. L'aléa à la fois climatique et de marché est quand même extrêmement importante, et donc il faut l'évaluer quel que soit le grain. Et enfin, importance aussi dans cette évaluation économique de ne pas oublier les indicateurs qui vont permettre d'expliquer ce niveau de performance économique, c'est-à-dire regarder un EBE à l'actif, regarder un coût de production, etc. Si derrière on n'est pas capable d'expliquer ou de comprendre pourquoi on est à ce niveau-là, ou de se comparer aux autres, on a du mal à faire plus que de dire, bah voilà, j'ai tel niveau d'indicateur et tel niveau de compétitivité, mais du coup derrière on ne peut pas travailler, conseiller, etc. par rapport à ça. Donc bien avoir aussi ce que j'appelle moi des indicateurs de fonctionnement qui montrent l'emploi des facteurs de production à l'hectare, à la tonne, à l'actif. Et dernier point, quand on peut, c'est quand même très intéressant et très important de qualifier les écarts que l'on trouve entre les exploitations d'un point de vue stat. Parce que parfois il y a une telle hétérogénéité dans les groupes que finalement on regarde une moyenne, mais derrière statistiquement on n'arrive pas à prouver ou à avoir une vraie différence statistique, donc c'est important. Je voulais vous montrer 3 exemples. Un exemple de diagnostic de durabilité économique qu'on a fait, qui est encore en cours dans 2 projets multipartenaires dans les zones à plus faible potentiel, les zones intermédiaires. Donc dans la région Bourgogne et dans la région Val-de-Loire, on a mis il y a plusieurs acteurs autour de la table du territoire, et donc avec un objectif de regagner en compétitivité ou en robustesse et résilience. Chacun met les termes qu'il souhaite, mais finalement l'objectif étant bien sûr de retrouver du revenu. Et donc dans ce projet il y a 3 étapes. La première étant un diagnostic, forcément il faut savoir où on en est. La deuxième étant de réfléchir au levier,
Et le troisième étant surtout de réfléchir à la mise en œuvre des leviers pour aller jusqu'aux agriculteurs, et notamment les vecteurs. Donc là, je voulais juste vous donner la notion de diagnostic, hein, comment on a procédé, pour vous donner un exemple d'évaluation, justement. Donc là, on a réussi à se mettre d'accord, et ça a été extrêmement compliqué malgré tout, sur qu'est-ce qu'on prend comme indicateur de performance des exploitations. On voulait vraiment avoir quelque chose qui soit un indicateur synthétique, parce qu'on ne pouvait pas en faire 50. On a travaillé sur des bases de données avec le centre de gestion. Donc 1500 exploitations d'un côté, 2300 exploitations de l'autre. Et donc on a dit, on va faire un indicateur synthétique. On a pris le revenu disponible. Donc pour être précise, EBE moins annuité, par actif non salarié. Bon, c'est un indicateur à un instant T, on est bien d'accord. Donc on l'a travaillé sur 3 années. Ce qui permet derrière cet indicateur de voir quelles utilisations on peut faire pour rémunérer le chef d'exploitation, autofinancer les investissements, payer ses impôts et puis éventuellement avoir une petite marge de sécurité. Voilà. Et donc autour de cet indicateur, on a trié les exploitations en 3 classes de performance. Et on a tout travaillé autour de ça. Alors juste pour vous donner une idée, donc ici par exemple en Bourgogne, donc là vous avez vos 3 classes de performance, les moins performants sur cet indicateur aux plus performants. Vous voyez qu'il y a une telle disparité en termes sur cet indicateur, hein, moins 22 600 € pour les 25% moins bons, plus 44 000 pour les 25% meilleurs. Ça sur 3 années et sur des échantillons extrêmement larges. Donc dans les 2 régions, avec à peu près le même niveau de potentiel, on voit qu'on a à peu près la même chose. Donc derrière, il faut conseiller ce genre de choses. Donc derrière ça, on s'est dit, mais alors comment on fait et qu'est-ce qui peut caractériser chacune des classes? Et donc on s'est amusé, c'est un bien gros mot, à regarder tout ce qui était dans le compte de résultats et autres, hein, avec à la fois des éléments structurels et techniques, ce qu'on était en capacité d'avoir à partir des dossiers de gestion, les produits et les charges, les SIG, et puis tout un calcul qu'on a fait sur les efficiences et les ratios. Voilà. Donc là, je vous donne juste les enseignements principaux comme ça, sans chiffres, hein, parce que sinon, je vais me faire tuer par Émeric. Voilà, donc juste pour vous redonner, entre les moins performants et les plus performants, on a réussi à caractériser d'un point de vue statistique, avec des différences statistiques entre les 2 groupes, ce qu'il y avait. Donc les plus performants, surface supérieure, rendement plus élevé, mais ce qui statistiquement ressort le plus, c'est productivité du travail plus élevée chez les plus performants. Donc productivité du travail en tonnes équivalent blé par actif, d'accord, qui regroupe à la fois la productivité hectare et la productivité du travail. Et surtout, des choses qui peuvent être un peu surprenantes, des niveaux de charge à l'hectare équivalents. Donc si on a une entrée charge, là, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir la notion d'efficience économique, hein, où effectivement, elle est largement supérieure, c'est dit plus performant sur l'indicateur que je vous ai donné. Et ensuite, on a regardé aussi tout ce qui était les investissements. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a un ratio investissement sur chiffre d'affaires qui est équivalent entre les différentes classes de performance, mais comme le produit n'est pas le même, comme le chiffre d'affaires n'est pas le même, ben finalement l'investissement à l'hectare est largement moindre chez les moins performants. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de cercle vicieux, et pourtant un niveau d'annuité qui est au moins équivalent, voire supérieur chez les moins performants. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée et l'importance de cette approche aussi système de production. Autre point, toujours à partir de la même étude, c'est pour vous montrer l'importance de l'emploi des facteurs de production, notamment tout ce qui est surface, et métier à main-d'œuvre, et du fait que dans l'évaluation économique, même quand on est au niveau du système de culture, il faut essayer quand même d'avoir cette approche-là. Donc ici, on a juste comparé notre échantillon de Bourgogne, là, avec le RICA Moyenne France de l'OTEX 15, hein, donc même type d'exploitation, même définition. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur la période 13-15, le revenu par actif était identique, enfin le revenu disponible, EBE moins annuité, était identique par actif,
Mais pour y arriver, au niveau de la Bourgogne, ben, vous voyez, il y a 60 hectares par exploitation supplémentaire, il y a une productivité du travail qui est supérieure, et des charges, par contre, qui sont équivalentes à un rendement moindre. Donc, vous voyez, donc une efficience des charges un petit peu inférieure. Donc voilà, pour montrer que pour un même revenu, ben, il y a différents systèmes possibles, et que donc cette approche avec le côté système de production est quand même importante. Alors, je pense que je ne vais pas avoir le temps, Émeric, hein, de redétailler ça. Donc là, vous pourrez le voir hein, dans les diapos, j'avais préparé un petit peu quelque chose sur toute la partie charge de mécanisation, hein, qui est quand même un grand débat quand on fait de l'évaluation économique, hein, entre de l'amortissement technique ou pas technique, et comment je fais, est-ce que je prends en compte le nombre d'heures travaillées ou pas, etc., etc. Donc bon, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais c'était un exemple sur un XP système qu'on a fait historiquement, donc je le passe. Et pour terminer, je voulais vous redonner quand même quelques ordres de grandeur qu'il ne faut pas oublier quand on fait de l'évaluation économique. Pour vous rappeler que dans une exploitation de grande culture, le coût de mécanisation et de main-d'œuvre, c'est 45% des charges. Que quand, au niveau d'un matériel, vous allez travailler, c'est provocateur, hein, vous allez travailler, vous allez réfléchir au niveau de votre système de culture, et que peut-être vous n'allez pas réfléchir à l'échelle de l'exploitation, 30 hectares de surface travaillée en plus ou en moins par un tracteur de 140 chevaux qui vaut à peu près 80 000 euros, c'est 15 € par hectare de différence sur les charges méca. 15 € par hectare, ça commence à faire un petit peu. Je vous ai fait le même exercice sur la main-d'œuvre pour un actif. 30 hectares travaillés en plus ou moins par un actif, c'est 30 € par hectare de différence de charge. L'impact du prix du blé tendre, quand on a une réflexion où on dit oui, il faut qu'on moyenne pour faire notre calcul. Alors on peut moyenner et mettre le même prix à tout le monde, mais derrière, il ne faut quand même pas oublier que peut-être que certains sont moins bons peut-être sur les charges, mais meilleurs sur la commercialisation. Et donc là, je vous ai mis 10 € par tonne de blé tendre de variation de prix. C'est 70 à 80 € par hectare de produits. Et quand on regarde l'année 2018, c'est 50% du revenu de l'exploitation moyenne France de l'OTEX 15 en 2018, 70 à 80 € par hectare. Et c'est 4 fois le revenu de cette même exploitation sur la moyenne 13-17. Vous voyez quand même l'impact que peut avoir les hypothèses qu'on peut faire sur l'évaluation économique en termes de prix. Voilà, je l'ai fait aussi sur les intros, sur le prix des engrais.